certain nombre d'initiatives. Donc il y a des programmes de recherche qui sont en cours, et il y a aussi plein de systèmes qui sont proposés pour augmenter les stocks. Mais en fait, on n'a pas découvert la capacité de ces techniques agronomiques à augmenter les stocks via le 4 pour 1000. C'est-à-dire qu'en fait, on veut l'utiliser comme levier. Donc il y a un certain nombre d'agriculteurs qui ont mis ça en place, notamment, alors j'ai pas eu le temps de parler d'agroforesterie, mais qui ont mis en place de l'agroforesterie pour un tas de raisons qui ne sont pas forcément, la motivation première n'est pas forcément de stocker du carbone dans les sols. Et donc il y a déjà effectivement le programme est déjà lancé, et il y a des programmes de recherche et des programmes d'aide qui sont en place. Est-ce que toutes ces estimations pour le futur ne sont pas extrêmement dépendantes de tout l'écosystème qu'il y a dans le sol, les briques, etc. Est-ce que ça ne change pas énormément la quantité de carbone qui va effectivement être fixée? Oui, alors ça c'est... Et est-ce que ce n'est pas des systèmes en danger qui vont aussi... qui font en fait que cette prévision ne peut pas être réalisable parce qu'il n'y a pas d'écosystème? Alors c'est vrai que c'est-à-dire que c'est très difficile quand on donne des grands chiffres comme ça d'avoir une vraie idée sur la variabilité qu'on peut observer, parce que effectivement chaque situation a ses particularités. Par contre, ce qu'on observe quand même, c'est que dès qu'on commence à mettre en place des pratiques stockantes, très vite la biodiversité des sols revient. C'est-à-dire que c'est quand même, à part dans certains cas très extrêmes, on ne tue jamais vraiment complètement un sol. C'est-à-dire que même des sols qui ont été sous des systèmes agronomiques industriels pendant très très longtemps, qui ont des taux de carbone organique très faibles, et donc du coup une biodiversité associée qui est très faible, dès qu'on met en place des systèmes plus stockants et plus, on va dire, moins agressifs, la biodiversité revient très vite. De toute façon, de les tuer, c'est de mettre du béton dessus. Oui, c'est ça, oui, c'est vrai. Même si ça peut vivre. Vous avez dit que lorsqu'on augmente la séquestration du carbone dans le sol, on fait augmenter finalement l'activité biologique du sol, et que, in fine, ce carbone doit revenir dans l'atmosphère sous forme de CO2. Donc, comment on... Alors en fait, parce que l'ensemble du carbone qui rentre, l'ensemble de la biomasse, l'ensemble de la litière qui est décomposée par les micro-organismes, ne retourne pas sous forme de CO2. C'est ça l'intérêt, c'est du coup qu'il y a une partie qui sert les organismes à créer de la biomasse, et après cette biomasse peut être stockée. C'est ça qui fait que ça peut jouer sur les concentrations en CO2 de l'atmosphère. Juste une question, quand vous parlez de 4 pour 1000, c'est un objectif qui a été on est au niveau européen, ou il y a une appropriation internationale? Alors l'idée c'est d'aller vers une appropriation internationale. Ça n'existe pas actuellement. Alors, c'est-à-dire que ça a été l'initiative, elle a été lancée un peu en parallèle de la COP21. Donc c'est quand même relativement récent si on prend en compte on va dire un pas de temps politique. Donc la mise en place, elle n'est pas encore complètement effective. C'est-à-dire que c'est pas rentré effectivement dans les objectifs de réduction des objectifs de réduction des émissions de certains pays. Néanmoins, en fait, il y a un certain nombre de pays qui proposent la gestion de leurs écosystèmes comme une forme de réduire leurs émissions. Et donc, dans ce cadre-là, le 4 pour 1000 rentre dans ce cadre-là en apportant un certain nombre d'éléments pour atteindre ces objectifs. Une dernière question, peut-être Dans la première, il y avait la montée, la réflexe, il y avait un plateau avant, une montée avant. Il y avait ça, il y avait une montée, un plateau et une remontée. Qu'est-ce que c'est que cette remontée? Est-ce que ce plateau a passé vite? Alors, peut-être que Jérôme pourra... Oui, je vois. Tous la guerre 40. Celle-là? Un plateau, remonté, un plateau et remonté. Qu'est-ce que c'est que cette montée avant? Il va y avoir un an 1900 qui va être étudié
De 1940 à 1960. Alors, C'est ça? avant 1900, si on parle de ça, là, c'est compliqué d'en parler. Si on parle de ça, cette Non, en date-là, bas, la photo du bar. c'est la même. Oui, d'accord, mais avec Ça, en gros, c'est les aérosols. Enfin, le forçage radiatif dans les modèles qui est capable de reproduire ça, c'est les aérosols. Qui après, c'est l'arrivée des aérosols, les émissions massives d'aérosols, qui après, du coup, diminuent, et qui, du coup, arrêtent de jouer leur effet refroidissant et laissent toute la place au gaz à effet de serre. Et en fait, c'est vrai que globalement, ce qu'on dit, c'est qu'on voit vraiment le rôle anthropique se détacher sur la température globale à partir de 1980. Et le dernier petit truc qui est là, après, les petits plateaux là, c'est normal, c'est de la variabilité intense. Et on a parlé de 2000 indicateurs, et c'est comment il va évoluer déjà Alors, il y a pas. En fait, les stocks de carbone, ils évoluent très lentement. Donc, en gros, c'est ce qu'on estime pour la période actuelle. Et c'est basé sur un certain nombre de prélèvements. Donc, en gros, ce que font les gens, c'est qu'ils prennent 10 000, 5 000, enfin, le maximum de données possible. Et ensuite, ils font des géostats qui leur permettent de créer des cartes de stock. Et ensuite, à partir de ces cartes, ils peuvent estimer le stock global. Mais c'est en gros la période actuelle. Et on n'a pas trop d'idées de l'évolution. Non, enfin pas à ma connaissance en tout cas. Ok, on va passer.